Chaque hiver, des millions de foyers font exactement la même chose. Ils retirent une fine poudre grise des cheminées et des poêles à bois, la mettent dans des sacs, puis l'envoient directement à la décharge, sans y penser, simplement comme un déchet. Mais il y a 2 siècles, cette poudre n'était pas un rebut, c'était une richesse. Elle figurait dans des registres comptables, elle s'échangeait en barils. Dans certaines régions, elle était même acceptée comme moyen de paiement pour les impôts. Aujourd'hui, nous la jetons, tout en important exactement les mêmes minéraux depuis des milliers de kilomètres. Voici la partie qui semble impossible. Dans certaines conditions précises, ce simple déchet a démontré sa capacité à quadrupler les récoltes, pas de quelques pourcents, par un facteur entier, sans engrais de synthèse, sans produits chimiques, sans intrants complexes. Cela ressemble à un mythe jusqu'à ce que l'on regarde les chiffres. Alors pourquoi a-t-il disparu ? Pourquoi quelque chose qui fut protégé par le tout premier brevet de l'histoire américaine est-il devenu un matériau que l'on enfouit dans les décharges ? Et surtout, qui y gagne lorsque vous n'en entendez jamais parler ? Aujourd'hui, l'agriculture est plus coûteuse et plus fragile que jamais. Les prix des engrais augmentent année après année. Les chaînes d'approvisionnement s'étendent à l'échelle des continents. Et de nombreux sols perdent silencieusement leur capacité à produire de la nourriture, même lorsque les plantes paraissent vertes et vigoureuses. Les agriculteurs, comme les jardiniers, réagissent de la même manière, exactement comme le système le leur a appris. Ajouter plus d'intrants, acheter des produits plus puissants, appliquer davantage de solutions sorties d'un sac, mais si le véritable problème n'était pas ce qui manque, et si c'était plutôt ce que nous avons oublié ? Et si un signal minéral essentiel, autrefois présent dans presque chaque foyer, avait été retiré non pas parce qu'il ne fonctionnait plus, mais parce qu'il ne correspondait plus au système moderne ? Dans les 10 prochaines minutes, nous allons découvrir comment cette matière oubliée a autrefois soutenu des économies agricoles entières, comment elle agit au niveau biologique, pourquoi elle a disparu de l'usage quotidien et ce que sa disparition révèle sur notre manière moderne de définir la valeur, le déchet et le progrès agricole. Ce n'est pas une vidéo tutoriel, c'est une enquête. L'histoire commence à la fin du XVIIIe siècle dans un jeune pays qui peinait à se nourrir. Les fermes étaient petites, les engrais n'existaient pas en tant que produit, et chaque ressource devait être locale. Le bois était partout. Il chauffait les maisons, permettait de cuisiner, servait à défricher les terres, et chaque feu laissait derrière lui le même résidu gris, la cendre. La plupart des gens y voyaient une nuisance. Quelques-uns remarquèrent quelque chose d'étrange, les champs qui recevaient les cendres des feux d'hiver se comportaient différemment, les cultures devenaient plus lourdes, la nouaison s'améliorait. Des plantes qui stagnaient habituellement prenaient soudain du poids. Le schéma se répétait assez souvent pour qu'il ne puisse plus être ignoré. Un homme décida alors de formaliser cette observation. En 1790, un agriculteur et inventeur nommé Samuel Hopkins soumit un procédé visant à extraire une valeur agricole des cendres de bois. Le résultat n'était pas un remède folklorique, mais un système. Assez efficace, assez reproductible pour obtenir le tout premier brevet jamais délivré par les États-Unis. Ce détail est essentiel. La toute première innovation protégée de l'histoire américaine n'était ni une machine ni un moteur. C'était une méthode permettant de transformer la cendre en fertilité. Pendant des décennies, des barils de cette matière, appelés potasse, circulèrent dans les économies rurales comme une véritable monnaie. Ils étaient pesés, consignés, échangés, taxés. Dans certaines régions, leur valeur dépassait celle du grain. Il ne s'agissait pas d'expérimentation de jardin, c'était une infrastructure nationale. La potasse issue des cendres de bois alimentait la fabrication du savon, du verre et surtout la production alimentaire. Des villes entières en dépendaient. Des récoltes entières étaient planifiées autour d'elle. Puis, silencieusement, elle disparut. Non parce qu'elle avait échoué, non parce que quelque chose de meilleur avait été découvert, mais parce qu'une solution plus facile à standardiser est apparue. Et une fois ce seuil franchi, tout ce pan du savoir agricole fut lentement effacé. L'histoire explique pourquoi cela comptait, mais ce sont les chiffres qui décident si cela compte encore aujourd'hui. Lorsque des producteurs ont recommencé à examiner les archives anciennes et à réaliser des observations comparatives côte à côte, un schéma cohérent est apparu, en particulier dans des sols acides, appauvris ou exploités intensivement saison après saison. Dans des comparaisons contrôlées, 2 parcelles étaient traitées de manière identique à tous les niveaux visibles. Même culture, même date de plantation. Même eau, même exposition au soleil, la seule différence était la présence de cette source minérale oubliée. Les résultats n'étaient pas subtils. Les rendements n'augmentaient pas de quelques pourcents. Ils bondissaient par facteurs entiers. Dans certains cas, le poids total de la récolte atteignait 3 à 4 fois celui des parcelles non traitées. La taille des fruits augmentait. Les taux de nouaison s'amélioraient, les pertes diminuaient. Cela ressemble à un mythe jusqu'à ce que l'on regarde les chiffres. Ce qui met particulièrement mal à l'aise l'agriculture moderne, c'est l'endroit où ces gains apparaissaient. Les résultats les plus spectaculaires se manifestaient précisément là où les systèmes commerciaux rencontrent le plus de difficultés. Des sols qui semblaient sains en surface, mais incapables de transformer la croissance végétative en nourriture.
Les programmes de fertilité modernes nécessitent de souvent plusieurs intrants, un produit pour l'azote, un autre pour le potassium, un autre encore pour le calcium, auxquels s'ajoutent stabilisants, tampons et additifs. Cette matière oubliée délivrait un signal coordonné plutôt qu'une accumulation d'intrants fragmentés. Et les preuves n'étaient pas théoriques, elles apparaissaient dans les registres de poids des fruits, dans l'évolution des analyses de sol, dans des comparaisons de rendement enregistrées sur des saisons entières. Lorsque les chercheurs ont approfondi l'analyse, l'explication n'avait rien de mystérieux. Elle relevait du contexte. Là où la disponibilité du potassium limitait la reproduction, les rendements explosaient dès que le signal revenait. Là où le stress calcique réduisait l'intégrité des fruits, les pertes chutaient brutalement. Ce n'était pas un miracle universel, c'était une réponse ciblée. Et c'est précisément pour cela que cela fonctionnait si bien. Parce que cela ne forçait pas les plantes à produire davantage. Cela leur permettait d'achever ce qu'elles tentaient déjà de faire. Pour comprendre pourquoi cette matière oubliée produisait un effet aussi disproportionné, il faut repenser ce que fait réellement un engrais. Les plantes ne font pas que croître, elles allouent de l'énergie. À des moments clés, elles doivent choisir entre produire davantage de feuilles ou investir dans les fleurs et les fruits. Cette décision est guidée par des signaux, pas par des calories. L'un des signaux les plus importants est le potassium. Le potassium ne construit pas les tissus comme l'azote. Il régule les mouvements, de l'eau, des sucres et de l'énergie à l'intérieur de la plante. Lorsque le potassium est limité, les plantes peuvent s'y paraître en bonne santé, tout en échouant à transformer la croissance en rendement. Cette matière apportait du potassium accompagné de calcium, un autre élément essentiel à la stabilité structurelle et à l'intégrité des fruits. Ensemble, ils ne poussaient pas les plantes plus loin, ils levaient des contraintes. Dans de nombreux sols, appauvris ou acides, les nutriments ne sont pas absents, ils sont bloqués. De légers changements de la chimie du sol peuvent débloquer des voies entières d'absorption. Lorsque cela se produit, le rendement n'augmente pas progressivement. Il bondit. C'est pour cela que les résultats semblaient exagérés. L'effet n'avait rien de mystique. Ce n'était pas un intrant miracle. Ce n'était pas de la magie. C'était de la physique, filtrée par la biologie végétale. Alors, pourquoi quelque chose d'aussi efficace a-t-il disparu ? La première raison tient à la standardisation. L'agriculture moderne repose sur des intrants uniformes. Une matière qui varie selon les foyers, les sources de combustible et les régions ne correspond pas à la logique industrielle. La deuxième raison est le profit. On ne peut pas vendre ce que les gens possèdent déjà. On ne peut pas construire un marché autour de quelque chose qui n'est comme sous-produit de la vie quotidienne. Dès que le potassium a pu être extrait des mines, raffiné, conditionné et expédié à l'échelle mondiale, le centre de gravité économique s'est déplacé. Les savoirs qui réduisaient à la dépendance aux intrants achetés ont cessé d'être utiles au système qui les remplaçait. La troisième raison est narrative. Parce que cette matière pouvait devenir dangereuse si elle était mal comprise, les institutions l'ont qualifiée de dépassée, risquée ou non scientifique, plutôt que contextuelle. Avec le temps, elle a disparu de l'enseignement, de la recherche et de la mémoire collective. Alors posons la question qui dérange, était-elle réellement inutile ou simplement non rentable ? Car dès que l'agriculture est passée de cycles locaux à des chaînes d'approvisionnement mondialisées, tout ce qui ne pouvait pas être vendu à grande échelle a cessé d'être transmis. Cette matière oubliée n'a jamais été conçue pour être un engrais complet. Sa fonction réelle était bien plus précise, elle agissait comme un déclencheur. Dans les systèmes traditionnels, elle aidait les plantes à passer de la survie à la reproduction en supprimant un goulot d'étranglement minéral. C'est pour cela que ses effets semblaient parfois extrêmes. Non pas parce qu'elle forçait la croissance, mais parce qu'elle permettait aux plantes d'achever ce qu'elles tentaient déjà de faire. Elle représentait aussi quelque chose avec lequel l'agriculture moderne peine à composer, la fermeture des cycles. Avant les intrants industriels, les nutriments circulaient en boucle locale. Les arbres puisaient les minéraux en profondeur dans le sol. Le bois était brûlé pour se chauffer, les cendres restituaient ces minéraux aux champs. Le cycle restait intact. Lorsque cette boucle s'est rompue, les nutriments ont commencé à circuler dans un seul sens, hors des écosystèmes et vers les décharges. Les minéraux de remplacement ont dû être extraits, transportés, puis revendus. Cette matière s'opposait directement à ce modèle. Non pas l'extraction, la réintégration, et c'est précisément pour cela qu'elle était fragile. Une méthode qui ne coûte presque rien, ne génère aucun produit propriétaire et ne peut pas être centralisée dépend de la culture, pas du commerce. Et la culture est facile à effacer. Ainsi, la véritable superfonction n'était pas seulement l'augmentation des rendements. C'était la preuve que certaines des technologies agricoles les plus puissantes sont des relations que nous avons oublié d'entretenir. Chaque fois que des méthodes oubliées refont surface, les réactions sont rarement neutres. Dans un cas documenté, un producteur revisitant des amendements de sol historiques remarqua quelque chose qui, au départ, n'avait aucun sens. Deux parcelles voisines, même culture, même saison, donnaient des résultats radicalement différents. L'une peinait à mener les fruits à terme, l'autre portait des grappes plus lourdes, une texture plus ferme et des pertes nettement plus faibles.
La différence ne venait ni d'un nouveau produit, ni d'une nouvelle variété. C'était un signal minéral manquant, réintroduit après des décennies d'absence. La réaction du voisinage fut prévisible. Certains supposèrent une astuce cachée, d'autres parlèrent de coïncidence. Quelques-uns rejetèrent l'observation comme purement anecdotique. Mais toutes les histoires ne se terminaient pas par un succès. Dans un autre cas, l'enthousiasme prit le pas sur la compréhension. La matière fut traitée comme un intrant miracle plutôt que comme un signal précis. L'équilibre du sol bascula trop loin. Les plantes réagirent mal. Le résultat renforça le discours institutionnel selon lequel cette approche était peu fiable. Et ce contraste est essentiel, car il révèle une vérité que la plupart des systèmes préfèrent ignorer. Les outils puissants exigent du contexte. Utilisés avec discernement, ils restaurent des fonctions. Utilisés à l'aveugle, ils créent du risque. La leçon n'est pas que la méthode a échoué, c'est que la compréhension a disparu avant elle. Et lorsque la compréhension s'efface, même un savoir efficace devient dangereux ou est présenté comme tel. Ce n'est pas une astuce, ce n'est pas un raccourci, et ce n'est pas un produit miracle en attente d'être vendu. C'est un rappel que le sol se souvient de ce que nous lui donnons et de ce que nous lui retirons. Un rappel que certains des systèmes agricoles les plus efficaces n'étaient pas fondés sur des apports constants, mais sur des cycles qui se refermaient localement, silencieusement. Ce que nous avons qualifié de déchets était autrefois une infrastructure. Ce que nous avons jugé dépassé nourrissait autrefois des nations entières. Ce n'était pas de la magie, c'était de la physique et de la biologie, et une pensée systémique, bien avant que ces mots ne deviennent à la mode. La vraie question n'est donc pas de savoir si cette matière oubliée fonctionne encore. La vraie question est celle-ci. Pourquoi les outils les plus simples et les moins coûteux sont-ils les plus faciles à effacer? Qui bénéficie de votre ignorance à ce sujet? Et qu'est-ce qui manque encore, non pas parce que cela a échoué, mais parce que cela ne correspondait pas au système qui l'a remplacé? Si ce savoir redevenait commun, que changerait-il? Dans l'agriculture, dans les coûts, dans notre manière de définir le mot « déchet ». Parfois, l'avenir de l'agriculture n'est pas quelque chose de nouveau à inventer, c'est quelque chose d'ancien à se rappeler.